Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 10 mars 2021. Comme chaque mercredi, nous allons nous intéresser aux matières premières, mais aux matières premières par rapport aux, facteurs fondamentaux. Alors avant de débuter, de voir, le sommaire, les matières premières que nous allons aborder, nous allons commencer par le traditionnel rappel légal. Voilà pour le rappel légal, nous passons directement au sommaire. Alors nous allons faire un suivi de certaines matières premières que nous avons abordées la semaine dernière. Bon, le pétrole, nous l'abordons chaque semaine, effectivement. On avait parlé du cuivre, on avait parlé du blé, et on va ajouter à cela l'or. Donc un suivi pour les trois premières matières premières qui seront abordées aujourd'hui. On va faire un point sur le gold. Ça fait assez longtemps que nous ne l'avons pas abordé au cours de cette vidéo hebdomadaire. On commence. Bon, vous avez bien entendu ces estimations, les prévisions de Goldman Sachs. On en a parlé la semaine dernière. On notera que concernant le Brent, on a déjà franchi, on a déjà surpassé cette estimation de 70 dollars. Alors, le pétrole, principalement le Brent d'un point de vue graphique. Quels sont les points clés? Un Brent qui a dépassé les 70 dollars le baril. À noter que le cours a augmenté de plus de 50 dollars depuis son récent creux. Et cette amplitude, justement, vient nous rappeler celle de la première phase haussière de 2008. Il y avait eu une première grande correction par la suite qui avait renvoyé le prix à la baisse, lui faisant perdre près de 20 dollars, ce qui impliquerait, si on venait à répliquer cette même correction, un retour du Brent aux alentours des 50 dollars. Concernant le RSI hebdomadaire, nous sommes actuellement en territoire de surachat. On va en parler lorsqu'on va aborder la partie technique. On reparle de cette prévision de l'OCDE. On en a parlé ce matin en Good Morning Market, avec une croissance du PIB mondial qui atteindra 5,6% contre 4,10%, 2% pardon, dans les prévisions de décembre. Et on va parler de l'Inde. On avait même parlé de l'Inde ce matin lorsqu'on a abordé l'OCDE, avec une croissance assez impressionnante selon l'OCDE pour l'Inde. Et l'Inde chercherait actuellement de nouveaux fournisseurs pour son pétrole brut, du fait des exportations limitées des pays membres de l'OPEP, notamment l'Arabie Saoudite. Et cela signifie une perte nette concernant la part de marché des pays membres de l'OPEP, notamment lorsque la production sera rétablie à son niveau antérieur. On va aborder justement ces parts de marché de l'OPEP. Ce n'est pas la première fois qu'on le fait, mais on va voir justement cette perte de parts de marché et en cause directement l'Inde qui se tourne vers de nouveaux fournisseurs de pétrole. Et l'Inde favorise un pétrole aux alentours de 50 à 60 dollars le baril. Et le gouvernement a concrètement demandé à deux grandes raffineries de chercher d'autres fournisseurs pour le long terme. C'est-à-dire même après la réduction de la production, l'Inde restera avec ses nouveaux fournisseurs. Le IA, qui de son côté prévoit que la demande atteindra environ 98,2 millions de barils par jour à la mi-2021. Si l'OPEP maintient la production inchangée jusque-là, cela pourrait signifier que le déficit se creusera davantage et il passera de 2 à 3 millions de barils par jour actuellement pour atteindre les 3,5 à 5 millions de barils par jour à la mi-2021, ce qui laisse présager une remontée des cours aux alentours de la zone des 90 à 100 dollars. Mais très difficile de maintenir des niveaux aussi élevés sur une longue période. À noter que les États-Unis pourraient assouplir la situation en concluant un accord avec l'Iran, ce qui ramènerait la production à environ 2 millions de barils par jour. Donc, toujours des discussions entre les États-Unis et l'Iran. Et il faudrait voir si on va aboutir à un assouplissement justement qui permettra à l'Iran de produire davantage. Alors, on passe à ces parts de marché de l'OPEP avec l'Inde qui recherche des fournisseurs. On voit les importations de l'Inde et leur provenance. Et donc, on voit la part de marché des pays membres de l'OPEP. Les importations en provenance des pays membres de l'OPEP sont ici en bleu. Les pays non membres de l'OPEP sont en rouge. On voit que le rouge gagne du terrain sur le bleu et on le voit ici, le pourcentage du total en provenance de l'OPEP qui est en train de chuter considérablement. Et ça, c'est très mauvais pour les pays membres de l'OPEP qui perdent un très gros client avec une demande qui est croissante, qui explose de plus en plus. C'est la demande en provenance d'Inde. Donc très mauvaise nouvelle pour les pays membres de l'OPEP en train de perdre des parts de marché, des pertes de marché qu'ils ne récupéreront pas lorsque la production sera rétablie. On voit à présent ce qu'il s'est passé en mars 2021 et ce qu'il pourrait se passer en juillet 2021. Alors ici, nous avons donc la demande
du mois de mars. On retrouve ici les stocks et bien entendu la différence, entre les 2, c'est l'offre. Donc concrètement, hein, l'offre du mois de mars plus les stocks est égale, à la demande. Donc je vous explique rapidement le graphique. Concernant, pour, le mois de juillet, donc nous avons la production actuelle et nous avons donc l'augmentation de production qui a été, convenue, hein, donc des pays membres de l'OPEP en vert foncé, en provenance du Brésil en vert clair et donc en ajoutant cette offre de mars, plus la production supplémentaire, nous devrions arriver à la demande, de juillet. Car effectivement, si on n'augmente pas, si l'OPEP n'augmente pas la production, en milieu d'année, on pourrait donc, assister à un rallye à très court terme car, on pourrait avoir, on le voit ici, nous avons la demande de juillet, nous avons la demande de mars et une hausse considérable, de la demande et donc il faudrait éventuellement augmenter la production. Dans le cas contraire, on pourrait assister donc à une forte percée haussière des cours, du pétrole, mais s'il y a une destruction, de la demande, on ne pourrait pas rester à des niveaux élevés concernant le pétrole pendant, très longtemps. Il faut savoir que les cours du pétrole menacent la reprise économique. Les cours du pétrole sont une composante très importante, hein, pour l'inflation, pour les coûts des entreprises. Ça va même impacter d'autres matières premières, notamment des matières premières agricoles. On en a déjà parlé, on va en reparler un peu plus tard. D'un point de vue graphique, nous le connaissons à présent ce graphique hebdomadaire sur le pétrole Brent et on se souvient que l'on avait justement cette barrière au-dessus, au niveau des, 70 $. On avait fait donc cette, comparaison avec, la précédente, hausse, cette hausse de 2008-2009. L'amplitude pour le moment est respectée. Si on venait d'affranchir une fois pour toutes les 70 $, effectivement, la prochaine zone, se situe à ce niveau. On la voit en jaune, hein, on a, la zone actuelle de résistance en jaune, ici. Si on la franchit, c'est pour aller chercher la prochaine qui correspond aux 85-90 $. Mais je le répète, c'est très mauvais à l'heure actuelle. Ce serait très mauvais pour l'économie d'avoir un niveau, un cours du pétrole trop élevé. On pourra constater plus bas en données hebdomadaires un RSI qui est rentré en zone de surachat. Donc prudence, concrètement, je serais plus pour privilégier le scénario baissier à l'heure actuelle face notamment à cette, résistance. Alors bon, j'ai oublié de mettre le graphique en données journalières, hein, sur le Brent. J'en ai parlé ce matin, il y a en plus un pattern, hein, il y a un dark cloud, cover avec, donc un taux de pénétration de la bougie supérieur à 50 pour la précédente. Donc ça semble être un signal fort, un signal baissier. On attend les stocks, hein, très bientôt. Pour le moment, les acheteurs, à l'heure actuelle, réussissent à prendre quelque peu, la main sur le marché, mais les stocks seront bien entendu déterminants. Donc voilà pour la résistance actuelle, 70 $. Si on la franchit, 85 à 90, à noter qu'on est en hebdomadaire en zone, de surachat et qu'on a déjà réalisé la même amplitude, haussière que la précédente, celle bien entendu de 2008-2009. On passe au métal rouge. Le cuivre, on en a parlé la semaine dernière et on a un facteur qui est en train de s'aggraver, nous allons le voir. On est toujours aux alentours, en point de vue journalier, de l'ouverture du gap du 22 février. On a un support à court terme qui pourrait être la limite supérieure d'un canal haussier qui a été franchi précédemment. On va le voir graphiquement. Et on a tout de même une correction sur le métal rouge qui reste très faible lorsque l'on voit la correction sur l'euro-dollar, mais surtout la correction sur le gold qui a été mis sous pression par la hausse du 10 ans américain. Et le facteur fondamental qui nous intéresse, parce qu'on est là pour parler fondamentaux, c'est cette continuité de la hausse des stocks de cuivre à Shanghai. Et donc, on pourrait donc avoir une matière première surachetée à court terme. Alors, le voilà justement le graphique concernant les stocks et les stocks à Shanghai sont en vert. Cette hausse qui se poursuit. On avait vu ce même graphique la semaine dernière. Bah, la hausse n'a pas ralenti, hein. On augmente d'environ 100 000 tonnes sur une très courte période, hein, sur la bourse de Shanghai. Et si on continue à augmenter, on aura bien entendu des cours du métal rouge qui resteront sous pression. Très difficile de gagner du terrain, c'est du fondamental. Si les stocks augmentent, c'est comme le pétrole, on le voit chaque semaine, cela crée une pression baissière. S'il y a une diminution des stocks, au contraire, cela permet au cours de se propulser. C'est les lois de l'offre et de la demande.
Alors voilà ce fameux, graphique technique. Tout d'abord, très rapidement, la saisonnalité plaide en faveur, d'une baisse. Ici, sur ce graphique, alors j'ai essayé de prendre toute la hausse, hein, c'est pour ça que le graphique est relativement petit. Nous avons superposé les cours de l'euro-dollar, hein, car il y a, bien entendu, une corrélation et effectivement, si l'euro-dollar reste à des niveaux, extrêmement bas, cela pourrait donc, pousser les cours du cuivre aux alentours des 8 000 $ la tonne, voire 7 500 $ la tonne et c'est justement un support qui correspondrait à la borne supérieure, du canal haussier, que l'on a franchi, récemment, mais également un retracement de Fibonacci que l'on peut, retrouver à ce niveau-là, le retracement de 38,2. Voilà, que l'on retrouve très précisément ici. Donc, voilà pour les prochains supports, borne supérieure, mais également borne inférieure et retracement de Fibonacci à 38,2 donc 8 000 voire 7 500 $ la tonne. D'un point de vue intraday, alors souvenez-vous, nous avions une épaule, tête-épaule. Ce qui s'est passé, on a réalisé la moitié de l'objectif théorique, si je puis dire. Il y a eu un pullback vers la ligne de coup, gap de rupture qui nous place dans le bas de nuage. On a eu du mal à s'en éloigner et on est resté collé à cette, EMA 100. Donc d'un point de vue très court terme, on est relativement neutre. Il faudra attendre soit une sortie par le haut du nuage et donc une cassure, de l'EMA 100, soit une sortie par le bas et une réintégration sous cette oblique baissière qui vient relier ces deux différents sommets. Voilà pour le très court terme sur le copper, un copper très intéressant et je tiens à insister sur quelque chose. Il faut savoir que, lorsque l'on parle de perspectives baissières de court terme, il ne faut pas voir seulement, des opportunités à la baisse. Il faut voir également, des opportunités à la hausse lorsque l'on va atteindre justement les supports que l'on aborde. C'est-à-dire que l'on n'est pas obligé, de s'exposer à la baisse. On peut attendre simplement que l'objectif baissier soit atteint et pour un métal, comme le copper qui, propose, des perspectives haussières très intéressantes sur le long terme, ce serait un très bon, de très bons niveaux pour profiter des perspectives haussières. On passe à présent sur le blé, matière première, agricole, du jour. Alors, il y a des espoirs de hausse, hein, concernant, le blé, car il y a une nouvelle augmentation de la demande en Chine et en Inde. Il faut savoir que dans ces pays, l'économie commence à se redresser considérablement. Mais on avait parlé d'autres facteurs fondamentaux la semaine dernière. Ces facteurs ne se sont pas, améliorés d'un point de vue global, mais également aux États-Unis. C'est par rapport à la production qui reste, ce marché reste clairement excédentaire. Selon certaines prévisions, mais qui se basent sur une hypothèse bien précise. Nous allons voir ces 2 hypothèses même précises, nous allons en parler. Les cours des matières premières agricoles, pourraient, atteindre, par exemple pour le maïs, 18 $ le boisseau, pour le soja, 30 $ le boisseau et pour le blé, 42 $ le boisseau d'ici 2023. Mais attention, ces prévisions se basent sur 2 hypothèses précises. Tout d'abord, une hausse considérable des cours du pétrole, c'est-à-dire un cours du pétrole qui gagne plus de près de 40 $ par rapport au niveau actuel ou éventuellement un phénomène d'hyperinflation. Donc à prendre avec des pincettes, hein, tout de même ces prévisions qui ont des hypothèses qui devront être validées pour qu'elles deviennent plus réalistes. Alors il y a également un problème d'augmentation des coûts de production qui pourrait être capital, qui pourrait favoriser une hausse des cours du blé. Nous allons en parler justement de cette hausse des cours de production. Mais d'abord, nous l'avions dit hier, il y avait la publication du rapport WASDE et cela confirme, hein, l'état de ce marché, ce que nous avions abordé la semaine dernière. Donc nous avons ici une production, que ce soit aux États-Unis, dans le reste du monde, qui est à ces niveaux-là, des niveaux relativement élevés. Mais le plus important, c'est de faire la comparaison avec la consommation, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit par rapport au reste du monde. Donc d'un point de vue total, ici, on le voit, nous avons un excédent, c'est-à-dire qu'on produit plus que l'on ne consomme. On l'avait vu la semaine dernière, mais sous forme d'autres graphiques. Et donc, bien entendu, cela aboutit à des ending stocks qui sont relativement élevés. Donc ici, c'est vraiment le problème pour le moment concernant le marché du blé, c'est cette
surproduction, c'est cet excédent, on produit plus que l'on ne consomme et c'est ce qui empêche les cours du blé justement de décoller. On avait eu une belle hausse récemment, elle a été complètement retracée. On va le voir tout à l'heure d'un point de vue technique. Et ici, on le voit, les coûts justement sur ce marché-là. Et on se base sur les coûts de 2009, des coûts concernant la production du blé qui peuvent être très élevés. Alors actuellement, les prix sont à des niveaux élevés et on pourrait avoir une nouvelle augmentation des coûts. On le voit, ça monte d'une manière assez exponentielle selon la production. Et ça, justement, cette augmentation des coûts pourrait entraîner une augmentation des cours, donc une augmentation des prix du blé. Et ça, c'est un facteur en faveur de la hausse. Mais on garde en tête tout de même cet excédent. Si cet excédent se réduit, car il s'était réduit récemment, si on arrive à l'équilibre, si on arrive même à un déficit, et là, dans ce cas-là, on pourrait avoir un nouveau facteur qui serait un vecteur d'accélération haussière pour les cours du blé. Ici, d'un point de vue long terme, nous sommes en mensuel. On avait parlé de cette longue consolidation dans ce rectangle rouge qui ressemble ici à la précédente, hein. C'est une situation la situation actuelle est similaire comme on le voit ici à la période de 2006. En revanche, prudence par rapport à ce qu'on a vu en 2009, 2010, hein. On le voit que lorsqu'on est aux alentours des 650 cents le boisseau, on peut très rapidement tomber sans transition à 420 cents le boisseau. Donc les facteurs fondamentaux seront déterminants d'un point de vue technique. Les deux scénarios sont possibles, soit on décolle à la hausse, soit on se replie en direction donc des 450 le boisseau. Donc il faut rester prudent. Et ici, hein, on pourrait voir éventuellement d'un point de vue technique un scénario similaire en sortant de la zone de consolidation, léger repli avant de s'envoler. Et j'insiste là-dessus, ce qui sera déterminant, ce seront bien entendu les facteurs fondamentaux, hein. Les matières premières répondent principalement aux facteurs fondamentaux, la loi de l'offre et de la demande, tout ce qui est stock, production, déficit ou excédent. D'un point de vue court terme, on a eu une belle hausse ici. Après, nous avons bien retracé. On a retrouvé un beau support sur ce retracement de Fibonacci à 50% avant de décoller à nouveau, marquer un sommet de court terme. Et ici, on est en train d'hésiter quelque peu avec une certaine pression baissière, mais un support qui tient le coup, les 38,2%. Le retracement de Fibonacci de 38,2%. Si ce support venait à céder, on pourrait revenir aux alentours des 50%. Et là, ce serait un niveau assez fort, un niveau que l'on a testé à maintes reprises, un niveau qui a tenu, qui n'a pas cassé, mais plus on le teste, plus il a des chances de casser. Et là, on pourrait assister à ce scénario d'un repli de court terme avant un éventuel rebond. Pour l'heure, la pression est baissière d'un point de vue intraday, c'est du H4. On garde un œil bien entendu sur le blé lors des Good Morning Market quotidiens. On passe à présent sur l'or, le métal jaune, métal précieux par excellence. On ne l'a pas abordé depuis longtemps. Il faut savoir qu'on est au-dessus des 1700 $ l'once. On est très précisément à 1720 juste avant le lancement de cette vidéo. On a un support majeur que l'on n'est pas allé chercher entre 1600 et 1620 $ l'once qui est marqué par un retracement de 50% de la récente hausse des cours, mais également une trendline haussière. Nous avons une zone donc alors j'ai mis dollars le baril, excusez cette erreur. Nous avons une zone à 1700 $ qui est un seuil psychologique, c'est un support majeur, hein, qui se base justement sur la correction à partir de 2011. Il faut noter qu'en 2011, lorsque le gold justement avait atteint ses records historiques, les rendements, le 10 ans américain étaient beaucoup plus élevés qu'à l'heure actuelle. Et le dollar sera capital à long terme, car effectivement, ce qui s'était passé aux alentours de 2011, on avait tout de même un dollar beaucoup plus faible et c'est cela qui a permis de soutenir l'or. On va regarder immédiatement ce graphique de long terme. Alors ici, encore une fois, j'ai utilisé le retracement de Fibonacci. La semaine dernière, il me semble que c'était le Good Morning Market de jeudi dernier. J'ai détaillé l'utilisation justement des retracements de Fibonacci, comment les placer sur la plateforme Xstation 5. C'est un outil redoutable, très simple d'utilisation, hein. Il n'y a pas de formule... il n'y a rien de savant là-dedans, donc c'est assez simple. Et on le voit ici, on est en train de rebondir sur un support majeur aux alentours des 1700 $. On a testé notre Kijun en mensuel et nous avons le retracement à 38,2%, les 1712. Et ici, on retrouve justement ce 1600 $ que nous avons abordé, c'est le retracement à 50%. Donc c'est très simple pour Fibo, on prend l'amplitude de la hausse et ça nous calcule tout seul les différents niveaux.
On va, continuer également avec, en faisant un parallèle justement avec, l'euro, dollar, hein. Nous avons des performances de l'euro dollar, nous avons un euro dollar qui est très bas, d'un point de vue historique. Tout va dépendre de la réserve fédérale américaine. Si elle veut affaiblir le biais vert aux alentours de sa moyenne historique, ce qui entraînerait l'euro dollar aux alentours des 1,35, 1,38, ce serait une très bonne nouvelle pour le métal jaune. Mais inversement, si la réserve fédérale américaine ne fait rien et que le biais vert se renforce davantage, et je vous le rappelle, le biais vert pourrait donner un signal d'achat de long terme. Je vous renvoie au Good Morning Market avec cette vision hebdomadaire, avec un franchissement imminent d'une Kijun. Dans ce cas-là, l'euro-dollar pourrait tomber à des niveaux extrêmement bas, les 1,08 voire 1,10. Et donc l'or pourrait même tomber sous les 1 500 $ l'once, aux alentours des 1 400 $ l'once. Pour le moment, on s'attend, je vous le rappelle, on a un support. Si ce support ne tient pas, celui des 1 700 $ voire 1 690, on pourra atteindre les 1 583 à 1 600. Ce sont des supports que l'on avait fixés en Good Morning Market. C'est notre scénario de base. Soit on rebondit sur les niveaux actuels, soit on approfondit la baisse en direction des 1 585, on va dire, jusqu'aux 1 600 $ l'once pour repartir de plus belle à la hausse. Donc c'est sur ce que nous allons mettre un terme à cette vidéo matières premières et fondamentaux. J'ai essayé de faire un peu plus court aujourd'hui. Je m'attarde peut-être un peu trop habituellement. Je pense que ça gagne en clarté. À vous de me dire si éventuellement vous souhaitez plus de détails lors de ces vidéos matières premières et fondamentaux. Sinon, sachez-le, on garde un œil, hein, quotidien sur les matières premières lors des Good Morning Market. Donc dès qu'il se passe quelque chose, dans tous les cas, c'est intégré au Good Morning Market. Cette vidéo est là pour faire un point fondamental principalement. C'est pour ça que je ne vais pas chaque fois m'attarder sur des graphiques de très court terme en intraday. Ces vidéos ont vocation à être valables sur plusieurs séances, voire plusieurs semaines, si les fondamentaux n'ont pas changé entre-temps. S'ils ont changé, on fait un update, on fait une mise à jour de ces changements. Merci à toutes et à tous pour votre temps, votre attention, votre fidélité. Je vous souhaite une excellente fin de séance de trading. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour parler à nouveau matières premières et fondamentaux. En attendant, bonne fin de journée et à demain, demain matin pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.